Bonjour à tous, bienvenue sur la 4e session de notre DocuSign Digital Day. On va donc aborder les sujets liés au service juridique. On accueille aujourd'hui donc Poliana de chez Lexing, Alain Bensoussan avocat. Merci d'être là Poliana, et Christophe qui nous fera donc les démonstrations produits de nos solutions. Je vous passe la parole donc Poliana. Merci beaucoup. Tout d'abord, une petite présentation du cabinet Lexing Alain Bensoussan. C'est un cabinet d'avocats qui est dédié au droit des nouvelles technologies depuis près de 40 ans. J'interviens auprès de ce cabinet en tant que directeur du département sécurité numérique et j'ai la chance d'accompagner beaucoup de clients et de prestataires pour leur transformation numérique documentaire et l'implémentation de la signature électronique. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour confirmer que les avocats et les juristes sont quelque part urgentistes de la crise pour leurs clients. Et en cette période, ils ont dû trouver d'autres moyens pour intervenir auprès de leurs clients. Et la dématérialisation est un de ces moyens efficaces. Et ça tombe bien puisque le droit le leur permet. Et on va voir que faire appel à des outils efficaces et sécurisés de dématérialisation et de signature électronique permet aux avocats et aux juristes de remplir leur obligation de résultat, notamment dans la rédaction de leurs contrats, et de satisfaire ainsi leurs clients. Les juristes en entreprise sont responsables donc d'un grand nombre d'accords et à travers et au support de toutes les lignes de métier dans l'entreprise. Et évidemment, leurs actes, leurs opérations peuvent avoir un impact significatif. On en a énuméré quelques-uns dans cette liste, des plus simples comme la signature d'accords de confidentialité, à des contrats plus complexes comme des contrats commerciaux, ou des contrats avec des fournisseurs. Ce que propose DocuSign, c'est de transformer la manière dont sont construits, dont sont gérés ces contrats. On passe de processus très manuels, historiquement manuels, déconnectés la plupart du temps, qui ne portent pas d'intelligence, à une plateforme numérique qui va permettre d'enchaîner ces processus de manière numérique, de manière connectée, dans une logique collaborative entre les juristes, entre les départements juridiques et les différents métiers, de manière également à minimiser les erreurs. Ça, c'est très important, cette notion de minimisation d'erreurs. Alors, DocuSign, vous nous connaissez, on vient du monde de la signature, nous sommes les leaders dans le monde de la signature, mais on s'est interrogé en se disant, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas débloquer le processus de gestion des contrats dans son ensemble, à partir de leur préparation, à leur signature, et puis bien évidemment jusqu'à leur exécution, et surtout leur gestion une fois qu'ils sont en phase opérationnelle. En tout cas, c'est notre ambition. Pour ceci, nous avons développé une plateforme qui s'appelle le DocuSign Agreement Cloud et qui s'appuie sur 4 piliers afin d'adresser cette gestion contractuelle de bout en bout, de manière à préparer, les signer, comme je le disais, à les exécuter, c'est-à-dire déclencher des systèmes, des processus périphériques dans votre système d'information permettant de les exécuter, et puis au final, une fois signés, bien sûr, de les gérer avec des possibilités de recherche avancée et de stockage avancé. Donc, nous allons enchaîner sur la partie signature avec un focus en particulier sur l'acte de signature, et je vais repasser la main à Poliana pour qu'elle nous explique un petit peu le cadre légal aujourd'hui de la signature électronique. Alors c'est vrai que la signature, c'est un peu l'aboutissement de l'accord des parties.
mais néanmoins important pour pouvoir parfaire un acte juridique et confirmer que les parties sont liées aux droits et aux obligations qui découlent du contrat. Alors, la signature électronique aujourd'hui, elle est standardisée au niveau européen dans un règlement qui s'appelle le règlement IDAS et qui va donc uniformiser, standardiser les différents niveaux de signature électronique et on va pouvoir les utiliser donc, dans toute l'Union européenne de manière uniformisée. Ce qui se passe, c'est qu'il existe en réalité 3 niveaux de signature électronique correspondant à en réalité 3 niveaux de sécurité technique, technologique, hein, on peut dire. Le premier niveau, c'est le niveau simple qui, normalement, en droit français, est prévu par l'article 1367 du Code civil et qui doit répondre à 3 exigences. La première, c'est de pouvoir identifier le signataire. Donc, on doit s'assurer que la personne qui signe a bien été identifiée. Ensuite, il faut utiliser un procédé fiable qui permette cette identification. Et enfin, avoir un procédé qui garantisse un lien logique entre l'acte signé et le document signé. Pourquoi ? Eh bien, il faut être sûr que le document ait été lié à la signature du signataire. Ça me permet d'introduire un exemple contraire de ce que n'est pas la signature électronique. Donc, le scan d'une signature faite sur un papier avec un stylo n'est pas une signature électronique. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas fiable et parce qu'on peut très concrètement faire du copier-coller. N'importe qui peut copier-coller le scan d'une signature. C'est pour ça que ce n'est pas considéré comme de la signature électronique. Ensuite, le deuxième niveau, si on peut dire, s'appelle la signature avancée. Alors l'idée, c'est pas de connaître par cœur les conditions des différents niveaux, c'est de vous dire que voilà, on va rajouter une couche de sécurité sur le niveau avancé. Et enfin, il y a la signature qualifiée qui est reconnue dans toute l'Union européenne. L'intérêt, on va le voir tout de suite après, mais elle a une force qui est quasiment inégalable, c'est-à-dire qu'elle va poser une présomption de fiabilité, j'y reviendrai, et surtout elle va avoir une équivalence à la signature manuscrite. Alors, il y a des points communs à ces 3 signatures. Tout d'abord, elles sont toutes valables en droit. Et ça, c'est important que les juristes et les avocats comprennent. C'est valable en droit d'utiliser la signature électronique. Mais à partir du moment où le prestataire qui vous la fournit vous garantit le niveau qu'il vous fournit. Elles sont valables. Modulo, parce qu'on est dans le droit français, on peut avoir un texte contraire qui va essayer peut-être d'interdire une signature électronique, mais à ce jour, il y en a très très peu, mais c'est en droit de la famille. Concrètement, sur les testaments, ça doit être fait par un notaire avec une signature électronique authentique notariée, mais absolument pas de signature sous seing privé entre 2 parties particulières. Voilà, c'est la seule exception qui peut exister. Et sinon, il pourrait y avoir quelques textes qui vont imposer un niveau de signature. Donc il faut quand même toujours faire attention. Par exemple, les arrêts de la Cour de cassation, ils doivent avoir le niveau qualifié. Vous avez les factures électroniques qui doivent être signées avec un niveau qualifié. Donc voilà, on pourra avoir quelques textes qui vous apposent un niveau, mais sinon, même au niveau européen, on ne peut pas refuser une signature électronique au seul motif qu'elle est électronique. On va pouvoir la refuser si elle ne répond pas aux critères
de la signature électronique. Donc c'est important, c'est inscrit donc au niveau d'un règlement européen qui s'applique de droit en France et dans l'ensemble des pays. Alors, les conséquences juridiques des 3 niveaux sont assez claires. Pour la simple et la avancée, c'est au professionnel qui fournit la signature électronique de prouver sa fiabilité. Lorsqu'on est sur un niveau qualifié, la charge de la preuve est inversée et il y a une présomption de fiabilité de cette signature. C'est vrai que la façon dont elle est réalisée va permettre de dire que, eh bien, elle est quasiment infalsifiable. C'est vraiment très très dur d'aller apporter la preuve contraire sur une signature qui a été qualifiée. Donc c'est pour ça qu'il y a une présomption qui fait que ce serait à un client ou la personne qui dénie sa signature d'avoir à apporter la preuve contraire. Mais encore une fois, les 3 sont valables et on passe très bien de l'une à l'autre en fonction des risques et de la contrainte aussi qui pèse sur la réalité de la signature, c'est-à-dire comment et qui va signer, combien on a de signataires, est-ce qu'on est en B2C, est-ce qu'on est en B2B, est-ce qu'on a beaucoup de monde qui vont signer régulièrement, ou est-ce qu'on connaît les gens qui vont signer. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte pour définir le niveau approprié de signature. C'est vrai que ce n'est pas la peine de prendre le top du top si il n'y a pas de risque. Donc c'est pour ça que je propose toujours de définir le niveau approprié de signature. Alors comment on fait ? On regarde déjà si la loi quand même ne nous fixe pas un niveau. Si elle ne nous fixe pas, on va faire une petite étude de risque, savoir si on a beaucoup de contentieux ou si nos clients ont beaucoup de contentieux sur tel et tel sujet, notamment au niveau de la contractualisation. Et après, on va regarder qui sont les signataires et est-ce qu'ils peuvent accéder facilement à l'outil de signature. Alors, pour conclure, les clés pour choisir, je vous les résumer de manière synthétique dans ce slide. N'hésitez pas quand même à faire votre petite analyse juridique de l'acte à signer et après, vous allez dérouler le parcours et le niveau de signature qui est requis. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces slides. Vous avez vraiment toutes les clés pour choisir le niveau de signature adéquat. Et je vais repasser la parole. Merci beaucoup, Polyana. Alors, comme nous l'avons vu en introduction, DocuSign se propose donc d'accompagner les clients au-delà de la signature électronique ou avant la signature électronique, de manière à préparer les contrats. Et donc, on va faire un pas en arrière pour venir voir ce qui se passe un petit peu avant la signature, dans l'étape de préparation. Alors, quelques chiffres juste avant de vous montrer à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, une étude Forrester et DocuSign montre qu'il existe encore 84% des contrats en entreprise qui sont opérés manuellement. C'est énorme. Ça a un impact, l'étude estime qu'il y a un impact de 9% sur le chiffre d'affaires des clients, avec un coût de 33 € ramené pour chaque contrat papier traité de façon très manuelle via un processus manuel. Alors, on va essayer d'enchaîner. Voilà, donc une petite présentation, une petite introduction à ce que je vais vous montrer en termes de démonstration. Donc, nous avons, en termes d'expérience utilisateur, une offre qui s'appelle DocuSign CLM, qui permet de gérer de bout en bout toute la vie des contrats en entreprise de façon dématérialisée, pour apporter aux métiers et aux fonctions juridiques en support de ces métiers toute la visibilité temps réel nécessaire pour
exécuter leurs tâches dans le bon ordre, de manière sûre, sans erreur. Évidemment, en termes d'expérience utilisateur, chacun va pouvoir s'y retrouver avec la possibilité de configurer son espace de travail pour se sentir finalement comme au bureau devant l'écran. Et puis également bénéficier d'un répertoire central de stockage qui vont permettre à ces fonctions et aux juristes de rechercher rapidement, efficacement, de façon sûre, tous ces contrats stockés. Donc, dans notre premier petit jeu de rôle, nous allons voir un ou une acheteur, un responsable juridique et un fournisseur. Donc, on va voir comment, finalement, ces trois personnes mettent en place un processus dématérialisé pour gérer efficacement, rapidement, un contrat fournisseur d'un point de vue client. Donc, nous allons voir que Sarah va créer le contrat proposé par le fournisseur, qu'au niveau juridique, Ernesto ou Larry, peu importe, va évidemment amender ce contrat, le négocier avec le fournisseur, qui lui-même va proposer ses ajustements, le signer électroniquement, avant qu'au niveau achat, ce contrat puisse être enregistré dans le système, de manière à rentrer dans son cycle de vie opérationnel avec toutes les capacités de gestion associées. Le département juridique, effectivement, utilise toujours leur outil favori en termes de redlining, de modification des contrats, à savoir Microsoft Word. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour modifier ce contrat de façon sûre, sans se tracasser de la précision de la clause à modifier, le juriste va pouvoir faire appel à ce qu'on appelle une librairie de clauses qui va contenir, par exemple, ici, le texte exact qui va lui permettre de remplacer une clause pour un contrat qui était initialement prévu dans le Delaware avec un contrat de droit effectif dans l'Illinois. Donc comment c'est possible? Simplement par un simple clic sur la librairie, la clause disponible dans la librairie, sans autre action de mise à jour qui pourrait entraîner des erreurs. Donc c'est pratique, c'est effectif et c'est sécurisé en termes d'erreurs évitées, bien évidemment. Donc une fois que ces modifications sont faites, on peut aussi modifier quelques nombres de jours en termes de délai de paiement, de préavis de fin du contrat. Et bien évidemment, le juriste va pouvoir sauvegarder tout ça, recharger la nouvelle version dans le système, de manière à générer une nouvelle version du contrat, et puis valider cette étape. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien évidemment, immédiatement, le fournisseur est notifié des adaptations souhaitées par TGK et par son département juridique. Et donc, le fournisseur va recevoir de la part de Ernesto, notre juriste, une notification qui va lui permettre tout simplement de revoir de valider via Word notamment la possibilité d'accepter ou de décliner ces modifications et puis de compléter sa revue en quelques clics, donc très facile. Le contrat revient dans le système CLM côté juridique de manière à actionner la revue finale, d'accord? Et si cette revue finale convient, un petit message qui permet à chacun de savoir où on en est dans le processus. Il ne faut pas oublier que là derrière, nous avons des fonctions collaboratives qui permettent aux juristes non plus de fonctionner, je dirais, un petit peu isolés dans leur coin en mode tunnel, mais en collaboration avec les autres équipes. C'est quand même nettement mieux et surtout nettement plus rapide et efficace. Et si cette version finale convient, eh bien, elle va être immédiatement générée pour envoi pour signature au fournisseur et aux responsables des achats de la société TGK. Donc en un clic, très facile d'envoyer ce contrat. Pour le fournisseur, de le signer
avec les capacités de signature électronique classique de DocuSign qui sont maintenant bien connues. En un clic, donc, notre responsable des ventes côté Readytech appose sa signature. Terminé. Le workflow de signature sait exactement à qui il faut envoyer la demande de signature suivante. Évidemment, au département juridique de la société TGK. Et là, nous avons le directeur des achats, d'accord, de la part de notre juriste Ernesto, qui peut apposer sa signature. Enfin, le contrat peut être stocké, enregistré de façon définitive pour sa durée de vie, pour sa durée opérationnelle, dans le système, avec des fonctionnalités de recherche. Et surtout, le contrat et ses données, et surtout ses métadonnées, vont le rendre éligible à tout un tas de tableaux de bord qui vont permettre à chacun, selon son rôle, eh bien, d'avoir des métriques, d'avoir des KPI qui vont permettre de surveiller le contrat en fonction de certains indicateurs. Alors, nous avons vu donc ce premier scénario pour le juridique, mais un scénario très similaire pourrait être également valable pour un cabinet d'avocats où nous pourrions retrouver un collaborateur qui, de la même façon, va initier un contrat dans le système DocuSign CLM, avec par la suite une négociation entre l'associé du cabinet et son co-contractant, d'accord, qui au final après approbation, après négociation, va le valider pour signature électronique, et de la même façon, ce contrat rentre dans le système d'enregistrement DocuSign CLM pour être recherchable et surtout opérable. Donc, on voulait juste, pour poursuivre, faire un rapide focus sur la partie gérée, donc le pilier géré de l'offre DocuSign Agreement Cloud, qui, au-delà de pouvoir enregistrer vos contrats de manière sécurisée et efficace, va surtout permettre de les analyser avec des capacités d'intelligence artificielle. Vous avez peut-être vu dans la presse récemment que DocuSign a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Seal Software, dont la caractéristique est d'exceller dans les technologies d'analyse de données et d'intelligence artificielle. Et c'est pour cela que les capacités de Seal Software ont intéressé DocuSign pour permettre au département juridique, mais à tous les départements de l'entreprise, de rechercher efficacement dans des contrats, dans des wordings ou dans des rédactions différentes, des concepts similaires en termes de clauses de responsabilité, en termes de métadonnées. C'est ce qu'on appelle la recherche par concept. Donc avec des vocabulaires différents, vous avez des départements juridiques qui vont avoir la capacité, très rapidement, sans fouiller dans des tonnes de papier, de pouvoir mettre en comparaison, retrouver des historiques de contrats, même avec des rédactions un petit peu différentes, et se dire tout de suite, bah, effectivement, si j'ai une modification de loi, par exemple sur le règlement RGPD, quel est l'impact sur mon fonds documentaire, sur ma Contratech, et je peux agir très très vite. Donc là, il y a des retours sur investissement qui nous paraissent énormes pour les directions juridiques. En conclusion, peut-être, Poliana, pour un mot de conclusion sur les fonctions juridiques. Oui, on peut même passer le slide d'après. Absolument. Voilà. En conclusion, finalement, la dématérialisation documentaire et des contrats, c'est un must-have, ça devient obligatoire. D'abord, pour accélérer les affaires, c'est vraiment un moteur de productivité et d'efficacité, oui, sur les processus. Ensuite, ça permet de réduire les risques, et comme on est responsable en tant que juriste et avocat
de la bonne rédaction d'un contrat, on va réduire les risques d'erreur en automatisant les process. Donc, je trouve ça absolument formidable. Et donc, on tend vers ça et c'est vraiment un avantage compétitif par rapport à un adversaire ou par rapport à un co-contractant. Et en plus, on sécurise avec une signature électronique qui est souvent même clairement plus efficace au niveau de l'aspect technologique qu'une signature papier. Voilà. Et enfin, on améliore sensiblement l'expérience client, c'est-à-dire qu'on va vite et sans erreur, et c'est fluide, et on peut vraiment prendre son temps pour d'autres tâches de réflexion, de négociation, voilà, en ayant automatisé ces processus. Donc voilà, c'était pour cette conclusion. On va donc passer aux questions-réponses. On en a eu quelques-unes. Donc la première question de Coralie. Les centres de formalité, greffe, services d'enregistrement acceptent-ils les documents signés par signature électronique? Comment leur imposer ces documents? Oui, ils acceptent. Super. Seconde question. Les clauses disponibles dans la librairie, est-ce que ce sont les nôtres, celles de l'utilisateur, ou est-ce que ce sont des clauses imposées par l'outil? Ah non, ce sont les clients et les départements juridiques, entre autres, qui définissent et qui maintiennent, qui gèrent là où les librairies de clauses, absolument. Vous avez entièrement la main sur le contenu et le versionning des clauses, c'est-à-dire est-ce qu'une clause en version standard mérite d'avoir une version alternative, une deuxième version alternative selon le contexte client ou le contexte fournisseur. Et justement, à ce moment-là, les notifications de modification d'un projet, est-ce qu'elles sont envoyées une par une, coup par coup? Est-ce qu'elles sont toutes envoyées une fois que la revue a été faite et que toutes les modifications ont été faites en un seul envoi? Alors, ça peut être automatisé, mais c'est aussi... On parle beaucoup d'automatisation, de workflow, mais il ne faut pas oublier que là-dedans, il y a quand même des actions qui restent à l'initiative des personnes, heureusement. Et chaque acteur dans le workflow peut avoir à sa disposition une liste d'options activables selon le contexte. Donc, je dirais, à voir au cas par cas. En ce qui concerne les licences au niveau de l'outil, qui doit en posséder une? Alors, il y a 3 niveaux de licence en gros avec la solution. Donc, il est clair que dans le rôle des juristes, il faut une licence complète qui permette à la fois de créer des contrats, de créer des modèles de métadonnées associés et aussi de créer les processus et les workflows associés. Après, on a un niveau de licence intermédiaire qui va permettre simplement à un acteur de contribuer à un workflow. Il est sollicité pour une tâche particulière, de revue interne, de validation interne, de redlining potentiellement. Donc là, il faut une licence intermédiaire. Et puis, on a une licence plus légère qui va vous permettre de faire intervenir des personnes externes à la société. On a vu dans notre exemple, par exemple, un représentant d'un fournisseur. Ça pourrait être aussi un représentant client. Et là, il y a besoin d'une licence, mais la licence vraiment light disponible avec le système. Je pense que là, on a une question conjointe. Comment ça se passe au niveau de l'international, au niveau de l'outil et au niveau des réglementations? Comment on peut gérer les contrats qui se posent sur plusieurs pays? Alors, bon, le multilingue lié à la rédaction des contrats va être présent avec des capacités également multilingues dans la solution de recherche multilingue. Les librairies de clauses peuvent être rédigées finalement dans la langue souhaitée. On peut très bien imaginer une clause de responsabilité en version standard en français et puis 3 ou 4 déclinaisons par langue qui sont disponibles selon la langue du contrat. Donc d'un point de vue solution, c'est la réponse. Après, si l'autre partie de la question, c'est de savoir quelle est la reconnaissance à l'international des signatures électroniques qui seraient réalisées en France. Il faut savoir que déjà au niveau européen, on a une reconnaissance dans toute l'Europe de la signature qualifiée. Donc si on choisit celle-là, c'est automatique.
Si on choisit la simple ou la avancée, on va devoir apporter les preuves de leur fiabilité, mais elles sont quand même prévues par un règlement européen, donc ce qui veut dire que au niveau de l'Europe, on ne devrait pas remettre en cause ces signatures, sauf si elles ne sont pas bien réalisées, ça c'est juste la seule exception. À l'international, le règlement IDAS prévoit que la Commission européenne puisse négocier des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les autres pays pour prévoir la reconnaissance mutuelle des signatures électroniques. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'accord qui a été conclu par la Commission européenne, ce qui signifie qu'on est obligé d'aller quand même vérifier si son co-contractant a la capacité de reconnaître aussi le niveau de signature qu'on lui propose. On peut aussi, très souvent dans les contrats à l'international, imposer, et dans le contrat lui-même, que le niveau de signature pour les contrats successifs, contrats d'exécution, soit prévu dans le contrat, et on reconnaît, on fait une convention de preuve en réalité entre nous pour reconnaître que tel niveau de signature est choisi entre nous à l'international, et on n'aura pas de difficulté, même si le droit local différait sur ce point. Donc dans ce contexte international, les signatures peuvent être acceptées par les autorités fiscales étrangères à partir du moment où on a la capacité d'apporter les preuves. Alors, l'autorité fiscale étrangère, là je m'avancerai moins parce que je me basais quand même sur des contrats internationaux, donc ça va être plutôt du B2B. Non, je prendrai des précautions et j'irai vérifier quand même ce que demande l'administration fiscale locale. D'accord. Voilà. Alors la question suivante, on a donc parlé de signature qualifiée pour la Cour de cassation, mais pour les documents liés au droit du travail, est-ce qu'ils peuvent être signés au premier niveau, donc simple? Alors je répondrai tout de suite oui. Il n'y a pas de niveau de signature imposé pour les documents conclus en droit du travail, donc du style les contrats de travail. Donc on peut admettre le niveau simple. J'ai notamment signé mon contrat de travail au niveau simple chez DocuSign. Question du coup plutôt pour Christophe, est-ce qu'on peut customiser le workflow de signature et décider par contrat quelle sera la liste de signataires adéquate? Ah oui, bien sûr. C'est tout l'objectif du système qui va permettre, grâce à l'outil de conception de workflow et en fonction de signaux particuliers sur un contrat, de déclencher un workflow de signature à un ou plusieurs signataires. Tout à fait. Il n'y a aucun problème pour ça. Et on tient à préciser que quand on parle de développement de workflow, de conception de workflow, la solution de DocuSign CLM permet de faire tout cela avec, je vais dire un gros mot en anglais, un workflow designer, un concepteur de workflow qui permet à, je dirais presque à n'importe quel analyste et personne qui comprend la conception de processus, de créer avec l'outil ses propres workflows sans dépendre d'un service informatique qui devrait venir coder, programmer pendant des semaines ce workflow. Donc une grande autonomie des départements, ça ne veut pas dire que les services informatiques ne peuvent pas être en support de ces départements-là. Question suivante, donc en termes de signature simple, quelles sont les preuves à apporter? Alors, il faut apporter la preuve de l'identification du signataire et après, il faut apporter la preuve de l'intégrité du document signé et du lien entre l'identification du signataire et l'acte signé. Alors, ça se fait de concert avec le client et le prestataire comme DocuSign qui va fournir généralement un fichier de preuve de signature électronique et donc il y aura la traçabilité de toutes les actions qui ont été réalisées et c'est ça qui grosso modo va être fourni aux juridictions lorsqu'il y a un contentieux et c'est effectivement ça que les magistrats regardent. Ils
commencent à être habitués à ce fichier de preuve fourni par le prestataire. Dans diverses affaires, DocuSign est intervenu en ayant fourni ce fichier de preuve. Voilà, donc c'est aussi simple que ça en fait. Super. Donc on a une question qui part donc d'un autre niveau de signature qui n'est plus le niveau simple mais le niveau qualifié. Et la question est, les signatures électroniques DocuSign sont-elles qualifiées? Alors oui, bien sûr, l'offre de signature électronique de DocuSign est en conformité avec le règlement eIDAS. Donc pour cela, DocuSign propose différentes solutions pour apposer des signatures qualifiées, avec notamment des processus de face-à-face dit vidéo à distance, quand le présentiel, je dirais, le face-à-face physique n'est pas possible. Et puis également une solution de signature qualifiée avec des outils numériques qui viennent en relais d'un face-à-face physique entre l'expéditeur du contrat et son signataire. Donc évidemment, DocuSign est un tiers de confiance pour proposer ce niveau de signature. Parce que peut-être ce qu'on n'a pas expliqué sur le qualifié, c'est qu'une grande différence, c'est la force ou la fiabilité de l'identification du signataire. Et donc on va vérifier sa carte d'identité, on va vérifier s'il ressemble à la photo, et c'est ça qui fait en partie la signature qualifiée. Donc c'est pour ça qu'on parlait de face-à-face ou d'entretien visuel. Absolument. Et cette notion de renversement de charge de la preuve. Voilà, donc on a une vérification très forte de l'identité, ce qui en fait sa sécurité. En fait. Super. Ouais. On a une autre question au niveau des licences. Au niveau d'un groupe international, est-ce qu'il faut donc que les commerciaux, les achats, les juristes, les directeurs de pays aient chacun une licence? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est souvent pratiqué d'avoir une licence pour chacun des départements? C'est même avoir une licence pour chaque, je dirais, contributeur au système et à la vie d'un contrat. Il est bien évident que sans cela, il n'y a pas possibilité d'accéder au système, de participer finalement à ce processus collaboratif qui permet d'accélérer et de fiabiliser et de sécuriser le processus de gestion d'un contrat. Donc bien évidemment, il faut un accès au système. Et qui dit accès au système dit identification, authentification de l'utilisateur. Et donc cet accès réclame une licence d'utilisation à travers les différentes directions métiers, les différents départements juridiques qui composent la société. Super. On a une question qui est la suivante. L'insertion d'une signature manuscrite via Adobe constitue-t-elle une signature électronique qualifiée RGS 3 étoiles avec une authentification préalable, sachant que c'est une signature manuscrite scannée au départ? A priori, non. Il faudrait regarder, mais a priori, non. Est-ce qu'il est donc possible qu'un contrat à haut risque soit signé par voie électronique et comment pourrait-on l'authentifier? Je suppose que c'est avec une signature qualifiée. En fait, c'est à partir du moment où la signature électronique sur les 3 niveaux est reconnue comme valable, on peut décider de prendre l'un des 3 niveaux, et c'est à nous d'évaluer le risque que l'on veut prendre. Donc, moi, ce que j'explique quand même aux clients, c'est pas pareil de signer un contrat à 25 millions d'euros et de signer 25 000 contrats à 1 euro. Il faut voir. Parce que s'il y a un problème sur un, ça peut changer la donne. Donc en fait, c'est ça cette analyse de risque. Il n'y a pas que l'enjeu financier d'un seul contrat. Le contrat peut être très faible, mais en volume très élevé. Donc en fait, il y a vraiment une étude à faire. Non, ça va effectivement avec la vérification du prestataire qui a apposé cette signature au regard de sa conformité avec les lois européennes en particulier. Donc ça, c'est un travail des départements achats avec les équipes autour de façon à valider un prestataire de signature électronique pour en accepter les signatures. Super. Alors on a une question un peu particulière. Est-ce que sur un contrat, on peut avoir une signature électronique associée à une signature manuelle d'une autre partie?
Alors oui, on peut, dans l'absolu, mais je le déconseille fortement. Parce que si jamais ce contrat devait être contesté et aller en justice, les magistrats se retrouveraient à examiner deux manières de signer et ils vont devoir regarder deux référentiels différents. Celui de la signature, je dirais, papier et celui de la signature électronique. Et je pense que ça peut être très compliqué et qu'on peut avoir, même si les juridictions commencent à s'habituer à juger des questions de signature électronique, on peut avoir quand même là des difficultés d'interprétation. Et donc je déconseille. Je préfère qu'on ait soit tout du papier, soit du tout électronique. Je déconseille l'hybride. Ou alors, si vraiment on a peur, on fait de la réitération, c'est-à-dire qu'on va peut-être signer en électronique, et puis quelques jours plus tard, quand on se rencontre sur place, et ben on va éventuellement re-signer en papier si c'était... voilà, si on avait vraiment peur qu'il y ait une difficulté sur la signature. Mais en tout cas, je déconseille l'hybride. Merci beaucoup Poliana. On arrive à la fin de ce webinaire. Faute de temps, nous ne pouvons malheureusement pas répondre à toutes les questions, mais vous serez recontactés assez rapidement pour pouvoir y répondre de manière personnelle. Merci Christophe, merci Poliana et merci à tous d'avoir participé. Et je vous souhaite une excellente après-midi.